Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Cycle féminin et contraception. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ce mardi 26 septembre, journée mondiale de la contraception, je reçois le docteur Chantal Melon-Galis, gynécologue. Bonjour Chantal. Bonjour Rebecca. Merci encore d'avoir accepté de participer à cette émission puisque nous nous sommes vus le mardi 5 septembre pour parler de l'hygiène intime au quotidien chez la femme et chez l'homme. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio JM. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder la contraception. Je vais quand même te laisser te représenter. Alors, je suis gynécologue. Je suis particulièrement spécialisée dans le traitement de la fertilité et les procréations médicalement assistées. Et aussi, je fais une formation d'instructeur en méditation de pleine conscience pour les femmes qui attendent des enfants avec leur conjoint et pour ceux qui ont du mal à en avoir. Merci. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la contraception. L'objectif de cette émission est donc de vous sensibiliser, femmes et hommes, à la prise de contraception, puisqu'aujourd'hui, une grossesse sur 3 est non prévue. Un tiers n'ont pas eu de contraception, n'ont pas pris de contraception et sont tombés enceintes, et 2 tiers avaient une contraception. Donc là, c'est un constat. Alors, tu vas nous réexpliquer rapidement, s'il te plaît, le cycle féminin. Alors, le cycle, c'est tout simplement l'intervalle de temps qui se passe du premier jour des règles au premier jour des règles suivantes. Classiquement, il fait 28 jours dans les livres de sciences, avec une ovulation au 14e jour. Cependant, il y a pas mal de personnes qui ont des cycles qui oscillent entre 26 et 35 jours, et ça reste normal. Même 23 à 35 jours, en moyenne, ça reste normal. Alors, si on prend un cycle typique de 28 jours, du 1er au 14e jour, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire. C'est la préparation de l'ovulation. Au 14e jour, c'est l'ovulation. Et du 14e au 28e, c'est la phase dite lutéale, où l'ovaire, après ovulation, va fabriquer de la progestérone. Alors, il y a des modifications du corps qui vont avec ça. C'est-à-dire qu'à l'ovulation, par exemple, la glaire cervicale sécrétée par le col de l'utérus va devenir beaucoup plus claire, abondante et filante. Et ensuite, après l'ovulation, elle va devenir beaucoup plus compacte. Le but de la chose, c'est que quand elle est filante, les spermatozoïdes peuvent monter et féconder l'ovule. Et ensuite, pour pas qu'il y ait plusieurs grossesses en cours, la glaire devient imperméable, si on peut dire comme ça. De la même manière, l'utérus, la muqueuse utérine va se développer petit à petit jusqu'à l'ovulation et ensuite elle mature, elle mûrit, elle se modifie de manière à être favorable à une nidation. Et les règles, en fait, c'est tout simplement l'élimination de cette muqueuse quand il n'y a pas eu de grossesse. Et tout ça est sous l'influence de tout un système hormonal entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les ovaires, où, comme nous sommes des mammifères compliqués, le cerveau, le cortex, joue aussi un rôle d'interférence. Et donc, c'est pour ça qu'ensuite, il peut y avoir des troubles des règles pour plein de raisons différentes. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais voilà. Okay. Donc, il y a des modifications aussi parfois chez certaines femmes un peu du caractère. Souvent, elles décrivent qu'avant les règles, elles sont un peu irritables, sensibles, facilement émues. Tout ça, c'est normal. Ça peut être ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. En général, c'est modéré et c'est vrai que ça peut atteindre des proportions un peu difficiles. Et dans ces cas, il y a des possibilités de traitement à voir avec le pharmacien, le médecin. Voilà. Pour atténuer pour atténuer cet inconfort. Ok, merci. Alors maintenant, on va aborder donc les différents moyens de contraception. Pour que du coup, parce que la contraception, finalement, bon, soit c'est une fille qui va prendre une contraception pour régler des problèmes type acné, bon, ça elle est seule juge, décisionnaire, soit c'est parce qu'on est en couple et qu'on veut éviter une grossesse. Donc finalement, cette contraception doit convenir aux deux. Oui. Voilà, donc à toi. À moi. Alors, déjà, vite fait, je vais rappeler comment une grossesse survient. Oui. Évidemment, il faut des rapports sexuels. Il faut des spermatozoïdes. Il faut que la glaire soit perméable. Il faut qu'on soit au moment de l'ovulation. Et donc, il faut aussi des trompes perméables qui permettent aux spermatozoïdes d'arriver jusqu'à l'ovule. Voilà. Et donc, les différentes méthodes de contraception vont intervenir à ces différents niveaux. Donc, par exemple, empêcher les spermatozoïdes d'arriver jusqu'à l'ovule. Le moyen le plus connu, c'est le préservatif. Son intérêt, c'est aussi d'empêcher les IST, les infections sexuellement transmissibles. Sachant que ça va être pareil pour tous les moyens contraceptifs.
leur efficacité dépend du respect strict du mode d'emploi. Donc, peut-être que c'est bien que je répète comment on se sert correctement d'un préservatif. Il faut le mettre avant toute pénétration sur une verge en érection, en laissant en passant le bout du préservatif pour qu'il y ait de la place pour l'éjaculation. D'accord. Alors, il y a des préservatifs avec des réservoirs et d'autres sans. D'accord. Il faut toujours utiliser un lubrifiant, même avec un préservatif lubrifié, parce qu'ils ne sont pas toujours suffisamment lubrifiés et que c'est la traction qui va risquer de les faire rompre, même si on les a mis correctement. Ensuite, une fois le rapport arrivé à son apogée, il ne faut pas tarder, il faut se retirer tout de suite en tenant le préservatif à la base. Parce que sinon, assez rapidement, la verge va changer de dimension et le préservatif va flotter et les ennuis arrivent. Soit il y a reflux de spermatozoïdes, soit le préservatif reste carrément dans le vagin. Donc, le préservatif, c'est un assez bon moyen de contraception, surtout si on l'utilise à tous les rapports et en suivant bien le mode d'emploi. Voilà. Merci. Autre moyen pour empêcher les spermatozoïdes d'arriver à destination, si on considère toujours une contraception masculine. Il y a des pistes de recherche, il y a des traitements hormonaux, mais ils ne sont pas vendus en pharmacie, c'est avec des médecins, en donnant de la testostérone. Ça doit être surveillé de près parce qu'il y a des effets secondaires, de même que la pilule pour les femmes a des effets secondaires, ça a des effets secondaires pour les hommes. De même, il y a aussi des essais avec des slips chauffants pour maintenir les testicules hors des bourses, près de l'abdomen, près de la chaleur du corps. Pourquoi ? Parce que la chaleur, du coup... Parce que la chaleur altère la fabrication des spermatozoïdes, de même que le traitement par testostérone. Et donc, sauf que la fabrication des spermatozoïdes, c'est sur 3 mois que ça se fait. Donc, pendant 3 mois au moins, il faut utiliser une autre méthode en association. Et au bout des 3 mois, il faut vérifier qu'il n'y a plus de spermatozoïdes ou tellement peu qu'il n'y a pas de risque de grossesse en faisant un spermogramme dans un laboratoire spécialisé. Donc, ce n'est pas encore du domaine du courant. Bien sûr. Voilà, donc ça, c'est j'empêche les spermatozoïdes d'arriver à destination. Autre solution, je bloque le chemin chez la femme. Diaphragme, cap cervical, préservatif féminin. Ça demande une certaine dextérité, c'est pas hyper facile forcément. Mais par exemple pour les cups, les capes cervicales, c'est pas comme les cups menstruelles. Une cup menstruelle ne peut pas servir pour une contraception, attention. Et l'ennui aussi, par exemple, on parle du préservatif féminin, ces 3 contraceptifs, le préservatif féminin et la cape cervicale ne sont pas remboursés par la Sécu. Alors que les préservatifs le sont. Oui, c'est vrai. Oui. Certains, il y a 2 marques remboursées, Eden et Sortez Couvert. Donc, on a terminé avec j'empêche les spermatozoïdes d'arriver à destination. Ensuite, il y a aussi des spermicides. Alors ça, il faut être très strict avec le mode d'emploi. Je préfère pas en parler, je souhaite pas trop que ça serve. Parce qu'en fait, c'est très relativement efficace et ça ne peut servir qu'à des gens qui, à la limite, s'en fichent un peu s'il y a une grossesse qui arrive. Voilà. Ensuite, il y a les contraceptions qui empêchent l'ovulation. Donc là, nous avons dans cette catégorie la pilule avec œstrogène et progestatif ou progestatif seul. L'implant, progestatif seul, qu'on insère entre les 2 muscles qui sont là. Qui sont là, à la radio c'est compliqué, qui sont dans le bras. Donc pilule patch. Et anneau vaginal. Et le stérilet, ça c'est encore... Alors, c'est encore autre chose. Ça empêche l'ovulation. Ça rend la glaire très hostile aux spermatozoïdes et la muqueuse utérine inapte à la nidation. Donc, il y a 3 verrous. Cependant, on n'est pas à l'abri des échecs en cas d'oubli. Donc, c'est très important. Si on a le moindre doute, il y a la contraception d'urgence. On peut en parler plus longuement à la fin du sujet si tu veux. Donc, on pourra même refaire une émission que sur ça. Ok, volontiers. Parce que c'est important. Volontiers. Mais toujours est-il que la pilule, il faut la prendre en lisant bien le mode d'emploi, en respectant bien les horaires. Ce n'est pas forcément à heure fixe, mais à heure très régulière. Même si le mode d'emploi dit qu'il y a 12 heures de sécurité. Parce que tu as les microdosés et les microdosés, par exemple, il y a vraiment
Enfin, il faut Il y a vraiment moins de délai. Il y a moins de délai. Voilà. Il faut être vigilant. Alors, ce qui est pratique maintenant, c'est les téléphones portables où on peut mettre une alarme. Oui. Et moi, je conseille à mes patientes d'emporter toujours une plaquette avec elles, parce que si jamais on leur propose quelque chose qui n'était pas prévu, qu'elles ne sont pas chez elles et qu'elles n'ont pas la pilule, les ennuis risquent d'arriver. Donc, avoir une plaquette dans son sac à main et une plaquette à la maison, c'est pas une mauvaise sécurité. Et très, très, très important, la pilule étant un médicament, elle a certes des effets secondaires, d'où il faut la prescrire, d'où il faut une consultation, etc. Mais surtout, il y a des interactions avec certains médicaments. Et quand un médecin veut vous prescrire quelque chose et qu'il vous demande « est-ce que vous prenez un traitement ?», il faut toujours penser à lui dire « oui, je prends une pilule contraceptive ». Parce que le médecin ne va pas forcément penser à demander « avez-vous une pilule ?» Et il y a notamment un truc très embêtant, c'est le millepertuis. Ah, oui. Le millepertuis en phytothérapie, c'est en vente libre, c'est un anti-stress, c'est même dans les fleurs de bac de Rescue, il y a du millepertuis, et le millepertuis inactive la pilule. Moi, j'ai eu des patientes enceintes en n'ayant pas oublié leur pilule, mais comme elles avaient un examen à passer, elles avaient pris du Rescue, et bim, elles ont été enceintes. Donc, c'est pas anodin, ça, parce que c'est tellement facile à avoir que on ne peut pas imaginer que ça peut être problématique. Donc, si jamais on oublie la pilule, parce que la première prise se fait le premier jour des règles. C'est ça, oui. Et s'il y a un oubli selon... Parce que tu vois, ça, c'est des questions qu'on me posait souvent à la pharmacie. Oui. À chaque fois, j'étais obligée de revérifier, parce que je ne savais plus. Si tu oublies telle période, il faut faire ça, sinon... Alors, je te laisse oui, la mais parole. justement, ça dépend du moment où on oublie. Si on oublie, alors, ça dépend s'il y a 28 jours, si c'est tous les comprimés actifs ou pas. Oui. Si tous les comprimés de la pilule sont actifs et de façon équivalente, il faut reprendre, dès qu'on s'aperçoit qu'on l'a oublié, on prend la pilule, et on prend la pilule à l'heure habituelle, le jour où on se trouve. Et pendant... Donc on prend le comprimé oublié. Le comprimé oublié plus au le moment comprimé du jour. où on a oublié, Ouais. et le comprimé du jour à l'heure habituelle. Ah d'accord, là où on l'a oublié. C'est-à-dire si on l'a oublié 7 heures après, on prend quand même le comprimé. Oui. D'accord, oui. ok. Oui, même par exemple... on n'attend pas le lendemain soir Non. à l'heure. Bah, c'est ça, c'est une erreur. Non, on prend le comprimé. Dès qu'on s'aperçoit qu'on a oublié la pilule, si c'est possible, on prend le comprimé oublié. Et à l'heure habituelle, mettons en général c'est le soir, on prend la pilule du jour. Okay. Le mieux, pour éviter d'oublier, c'est de coupler la prise de pilule avec un geste routinier, du genre brossage de dents. Voilà, matin ou soir, ça c'est comme on veut, mais que ce soit inclus dans une routine. Les choses routinières, on les oublie moins. Ensuite, donc, effectivement, suivant la phase du cycle de pilule où on a oublié, les précautions sont différentes. Et il peut y avoir nécessité de prendre un préservatif. En général, il y a aussi nécessité de prendre un préservatif pendant une semaine. Comme ça, on couvre toute éventualité. Okay. Mais par contre, le cas particulier problématique, c'est quand on a oublié la pilule dans la fin de la plaquette, juste avant soit la période d'arrêt, soit la période de comprimé inactif. Dans ce cas, il ne faut pas faire d'arrêt et il ne faut pas prendre des comprimés inactifs, il faut directement enchaîner sur la plaquette suivante neuve. C'est là si on a oublié du coup en fin de plaquette. Voilà. Okay. Parce que là, le fait de rajouter à l'oubli les 7 jours d'arrêt ou les 5 jours d'arrêt, ça augmente les risques. Et bon, c'est là qu'il peut arriver des problèmes chez les gens qui ont pris la pilule, qui ont pris la pilule correctement. Hein. D'accord. Il faut croire les personnes quand elles disent « j'ai pourtant pas fait de bêtises ». Oui, bien sûr. Voilà. Mais du coup, la pilule du lendemain. Alors, la pilule du lendemain. La pilule du lendemain ou contraception d'urgence, elle, c'est j'ai oublié ma pilule ou en général, c'est j'avais pas de méthode contraceptive ou le contraceptif a claqué. Et donc, il faut aller au plus vite chez le pharmacien qui a le droit de nous donner gratuitement et sans prescription la pilule du lendemain, c'est-à-dire une contraception orale, un seul comprimé, progestatif, c'est sans contre-indication. Ça a peu d'effets secondaires. Il y a des personnes qui décrivent un peu des nausées, mais à côté d'une grossesse non désirée, ça va, je peux dire. Et il faut surtout ensuite utiliser un préservatif jusqu'à la fin
du cycle jusqu'à l'arrivée des règles. Mais du coup, si on oublie, pardon, je te coupe, mais si on oublie la pilule, est-ce que notre pilule habituelle, est-ce qu'on prend quand même une pilule d'urgence? Alors, ça n'est nécessaire que dans un seul cas. C'est si, par exemple, on a oublié la plaquette à la maison et on est parti en week-end et on a plusieurs jours d'oubli. D'accord. Quand si il y on a plusieurs jours d'oubli, là, il faut une contraception d'urgence. Ok. C'est sûr. Et ce qui est il y a 2 points très importants. Il faut que ça soit pris dans les 3 jours qui suivent le rapport. Bien sûr. Mais avant ou après l'ovulation, peu importe ce que le mécanisme... Mais de toute façon, du moment... Enfin, peu importe, oui. D'accord. Il ne faut pas calculer et dire oui, mais normalement, je ne suis pas encore à l'ovulation, donc je n'ai pas besoin de la prendre. Peu importe. Peu importe. Okay. Ça n'aura aucune conséquence ni à court ni à long terme si la contraception d'urgence est prise alors qu'on n'est pas en ovulation. C'est pas grave. D'accord. On ne sait pas où on en est, on la prend. Point barre. Oui. Et il faut la prendre dans les 3 jours qui suivent le rapport à risque. À risque de grossesse. Il faut utiliser une contraception jusqu'aux règles. Et si on a le moindre doute, c'est-à-dire pas de règles ou règles bizarres, ça saigne pas trop, c'est pas comme d'habitude, faire un test de grossesse. Un test de grossesse en labo sans prescription, ça doit coûter dans les 10 €. C'est pas hyper cher. Donc après, on se le fait prescrire ou bon. Oui, bien sûr. Et chose importante aussi, ça ne sert à rien s'il y a plusieurs rapports à risque dans un cycle. On ne peut la prendre qu'une fois. On ne peut pas réitérer des prises de contraception d'urgence. Ça, c'était un problème à la pharmacie. Parce que les jeunes qui ne prennent pas de contraception et qui venaient une fois par mois pour prendre... Alors, une fois par mois, j'en ai vu, il faut qu'effectivement arriver à faire passer le message que si c'est une fois par mois, ça serait peut-être bienvenu de prendre quelque chose de plus régulier. Et dans ce cas... Parce qu'il n'y a pas de risque de prendre plusieurs fois... Non, il n'y a pas de risque en soi, sauf le risque que ça ne marche pas. Parce que... Quand même, ça ne marche pas à 100%. Même si on a fait tout bien dans les temps et que la contraception a été utilisée après, etc., ça ne garantit pas. Donc, chaque fois, on prend un risque. Chaque fois, on prend un risque. Ce n'est pas une méthode de contraception. Après, il y a une autre méthode de contraception d'urgence qui peut être le stérilet. D'accord. Alors, je n'ai pas encore parlé du stérilet. Non. Tu veux terminer sur ça ou rajouter un petit truc et on passe Je vais en parler dans le cadre de la contraception d'urgence. Okay. Et après, j'expliquerai comment il marche. Allez, c'est parti. Alors, dans le cadre de la contraception d'urgence, mais là, évidemment, il faut une consultation avec un médecin ou une sage-femme qui va prescrire le stérilet. Lequel, en s'assurant au cuivre. Que le stérilet au cuivre, dans ce cas. Et il faut avoir eu un enfant en s'assurant, non, pas forcément. Okay. En s'assurant qu'il n'y a pas de contre-indication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des règles hyper-hémorragiques en temps habituel, qu'il n'y a pas d'antécédents de salpingite ou de chlamydia, parce que là, ça risque trop de réactiver la salpingite. Et que la femme est partante quand même, après qu'on lui a expliqué qu'elle est d'accord pour ça. Et ça, l'intérêt de ça en contraception d'urgence, là c'est dans les 5 jours qui suivent le rapport, c'est qu'une fois que le stérilet est posé, ça y est, on a une contraception qui peut durer 5 ans. Donc c'est pas inintéressant. La difficulté, c'est d'avoir un rendez-vous rapide pour ça. Voilà, parce qu'autant c'est facile d'aller dans une pharmacie, quoiqu'à un moment donné, j'avais entendu dire que les contraceptions d'urgence étaient en rupture de stock, il y a des pharmacies qui manquaient. Mais voilà. Donc, si tu veux, on peut attaquer la question du stérilet en tant que tel. En tant que tel. Donc, il y a combien de sortes de stérilets? Il y a au cuivre sans hormones. Oui, c'est ça. Et ceux avec hormones. Micro-dosé ou dosé normal, non? Alors, on va rentrer un peu plus dans les explications. D'abord, tous les types de stérilets qui existent agissent de la même manière. Ils empêchent la muqueuse utérine d'être favorable à la nidation. D'accord. Bon. Donc, ils ne bloquent pas l'ovulation? Non. L'ovulation a lieu, le cycle a lieu. Ok. Le cycle a lieu, mais suivant les modèles, il y a ou non des règles. D'accord. Alors, il y a effectivement plusieurs sortes de modèles, de taille, de forme, etc. Mais 2 grandes catégories. Catégorie au cuivre et catégorie au progestatif. La catégorie au cuivre a une durée de vie de 5 ans, pour un modèle 10 ans. Son effet secondaire principal, c'est d'entraîner des règles abondantes. Alors, chez certaines femmes, peu importe, mais chez d'autres qui ont déjà des règles abondantes, qui ont tendance à l'anémie, un stérilet au cuivre, c'est pas une bonne idée. Okay. Le stérilet progestatif, lui, il va agir en rendant la muqueuse utérine très fine.
inapte à la nidation, et ça va se traduire soit par des petits saignements un peu n'importe quand, n'importe comment, soit par une absence de saignement total. Il ne faut pas que la femme soit inquiète de l'absence de saignement. De toute façon, après la pose du stérilet par le médecin ou la sage-femme, un mois et demi après, il faut impérativement une visite de contrôle. Parce que ça peut bouger le stérilet. Voilà, pour vérifier donc, qu'il risque de grossesse, a été bien supporté et qu'il est toujours bien placé. Et que justement, il va toujours continuer à être efficace. Sinon, il y a un contrôle tous les ans. Et le contrôle, ensuite, c'est tous les ans. Voilà. Okay. Et au moindre souci où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Douleur, saignement en dehors des règles quand on a un stérilet au cuivre, etc. Parce qu'il faut quand même savoir que les stérilets n'empêchent pas la survenue d'une grossesse extra-utérine. Puisque le cycle existe. La fécondation peut débuter et ce qui va juste être empêché, c'est l'implantation de l'œuf fécondé dans l'utérus. Donc, si l'œuf fécondé, il reste coincé dans la trompe, le stérilet n'aura aucune action sur lui. C'est pour ça que l'antécédent de grossesse extra-utérine peut être une contre-indication à mettre un stérilet. Ok. Tout à l'heure, tu m'as posé la question de les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, peuvent-elles porter un stérilet ? Nullipare ou multipare, Alors, qui n'ont pas eu d'enfants, nullipare, donc... Jadis, quand j'ai fait mes études, on disait non, surtout pas, il y a un gros risque d'infection et de stérilité. Il ne faut pas le faire, c'est très mal. Okay. Alors, les choses c'est plus douloureux si on n'a pas eu d'enfant, non, pour la pause. Oui, mais attends, on va y venir. Les choses ont évolué, on s'est aperçu qu'en fait, il n'y a pas forcément, à partir du moment où on se fait bien suivre, il n'y a pas forcément plus de risque de salpingite et de stérilité. Mais il faut quand même consulter s'il y a quelque chose qui se passe et qui ne va pas, il ne faut pas hésiter. Par contre, il est vrai que les stérilets qui existaient auparavant, il y avait moins de choix. Maintenant, on fait des stérilets plus petits, avec des tubes inserteurs plus petits. Et donc, la pose est moins douloureuse, et aussi, la tolérance est bien meilleure. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on a fait le tour des moyens contraceptifs. L'objectif, dans tous les cas, là, aujourd'hui, donc, c'était de vous sensibiliser aux différents méthodes de contraception. Donc, l'objectif étant vraiment que vous preniez celle qui vous convient le mieux. Voilà. Et pour compléter, je dirais que finalement, comme c'est quand même une affaire de couple, les rapports sexuels et la vie intime, ça serait bien que le couple consulte ensemble, de manière à ce que l'homme entende les explications, les effets secondaires, comment les choses vont se passer, et que le choix se fasse tranquillement à deux, soit en fonction de la façon de voir de chacun et en fonction aussi du projet de vie. Bien sûr. Et c'est évolutif dans la vie. C'est-à-dire qu'au début, dans une rencontre, il est évident qu'en général, on ne souhaite pas avoir un bébé tout de suite, qu'ensuite ça prend place et qu'on peut se permettre en se disant, mais si j'ai une contraception un peu moins efficace, c'est pas grave, parce que de toute façon, on a prévu que dans quelques mois, on met en route le projet bébé. Et puis après, quand on a un enfant, on n'en veut peut-être pas un tout de suite, ou alors on en veut un tout de suite. Bien sûr. Parfois, on a fait des FIV et on se dit ça va être la galère, mais il y a des surprises aussi. Donc, il faut pouvoir discuter. Et chose très importante, il y a des femmes qui ont des problèmes hormonaux avec des cycles très irréguliers. Et parfois, il arrive que le médecin leur dise « Oh là là, vous aurez du mal à avoir des enfants ». Et elles comprennent « Je suis stérile ». Du coup, pas de contraception. Mais en réalité, elles ne sont pas stériles. Stérile, c'est 0 grossesse. On va l'aborder au cours d'une prochaine émission. Et oui. Et donc, même lorsqu'on a des troubles du cycle, il faut avoir un moyen contraceptif efficace. Parce que la statistique, c'est une chose, et l'individu, c'est autre chose. Et même si on a très peu de chances d'être enceinte, si on est enceinte et qu'on ne le souhaite pas, c'est quand même un gros souci. Et d'ailleurs, j'ai une dernière question. Est-ce que le retrait est considéré comme une méthode de contraception ? Alors, tout ce qui empêche la grossesse est une méthode de contraception. Que ce soit le retrait, le calcul des cycles, la méthode de température, etc. etc. Cependant, ce n'est pas une méthode hyper fiable, dans la mesure où, juste avant l'éjaculation, il y a quand même quelques spermatozoïdes qui partent en douce et qui peuvent tout à fait être fécondants. Surtout que c'est souvent la première goutte, entre guillemets, qui est la plus fertile. Ok. Voilà, donc à savoir pour les personnes qui veulent l'utiliser.
il faut savoir qu'éventuellement, il y a quand même un risque de grossesse. Okay. Bah, écoute, merci beaucoup Chantal d'avoir répondu à ces questions. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, sur notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecatias@radiojm.fr. Merci Chantal. Merci.